tous, je crois qu'on est live, ça y est. Merci d'être avec nous, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, je suis en direct de Toulouse, j'espère que la météo est plus clémente de votre côté parce qu'ici ça souffle et ça pleut bien comme il faut. Bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule IA, GEO, recherche en ligne, êtes-vous encore visible en 2026 ? Je suis en compagnie de Célia et Sophia, que je vais vous présenter dans un instant. Bonjour les filles, merci d'être là. Bonjour à tous. Je vous propose que le temps que tout le monde se connecte, on fasse un petit sondage. Alors, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va fonctionner. Je vais ouvrir les votes. Alors, la question du jour, c'est combien de leaders marketing ont créé un nouveau poste ou une nouvelle équipe dédiée au GEO et les options proposées, c'est 23%, 45%, 60% ou 77%. On va vous donner la réponse dans quelques minutes, mais je vous incite à voter en attendant. N'hésitez pas aussi à nous dire d'où est-ce que vous vous connectez. Il y a un chat, je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui l'utilisent. Pareil, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point Uberall pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Uberall, c'est une entreprise berlinoise qui a été fondée en 2013. C'est une plateforme de marketing digital pour les entreprises à établissements multiples. Notre raison d'être, ça a toujours été d'accroître la visibilité en ligne des marques pour plus de trafic dans les points de vente physiques. Depuis 2025, on a concentré beaucoup de nos efforts sur l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'entreprises, aussi bien au sein de la plateforme pour faciliter la vie de nos clients grâce à notre agent IA qui s'appelle Ubi, que pour booster la visibilité des marques sur les LLM. C'est ce dernier point qu'on va évoquer un peu plus en détail aujourd'hui avec la démo de notre tout nouvel outil qui s'appelle le GEO Studio. Donc, comme je le disais, je suis en compagnie de Célia, qui est une habituée de nos webinaires. Donc, si ce n'est pas la première fois que vous participez, vous devez l'avoir déjà croisée. Et Sophia, pour laquelle c'est une première. Donc, je suis ravie de les avoir avec nous parce qu'elles travaillent au contact des clients au quotidien. Et donc, elles ont pas mal d'insights terrain à nous partager. Il y a d'ailleurs peut-être quelques-uns de leurs clients dans l'audience. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Alors, on va maintenant répondre à la question que je vous ai posée. Du coup, c'est bien 60% des leaders marketing qui prévoient de créer un poste dédié au GEO en 2026. On voit aussi que presque 70% des leaders marketing considèrent le GEO comme une priorité. Et il y en a même 40% d'entre eux qui dédient la moitié de leur budget. Donc, ces chiffres sont assez hallucinants et témoignent de l'ampleur du phénomène, d'où la pertinence du sujet de notre webinaire du jour. Pour info, ces chiffres ils sont issus d'une enquête qu'on a réalisée auprès de leaders marketing en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Normalement, vous devez avoir deux boutons qui s'affichent sur votre écran. Donc, un premier pour télécharger le guide avec les résultats détaillés de cette enquête, ainsi qu'un partage de bonnes pratiques pour améliorer votre stratégie. Et vous devez aussi avoir un bouton pour demander un audit gratuit de vos présences en ligne. Donc, si vous gérez plusieurs établissements, n'hésitez pas à cliquer. On sera ravis de vous accompagner. Évidemment, ça ne vous engage à rien. Ok, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait un petit moment que vous êtes assez nombreux à être connectés avec nous. Merci encore. Alors, le webinaire, il va se diviser en trois parties. D'abord, on va un petit peu planter le décor en revenant un peu sur l'évolution du search. Quels sont les nouveaux outils? Qui détient les parts de marché? On va aussi comparer les deux gros géants du secteur, à savoir ChatGPT et Gemini. Ensuite, on va s'intéresser au changement de paradigme que ça provoque, notamment via l'émergence de nouveaux KPI qu'il va falloir surveiller et l'impact d'un web finalement qui est aujourd'hui dominé par les robots et qu'est-ce que ça change pour nos modes de consommation. Et en dernier point, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on va parler du GEO Studio, donc notre nouvel outil qui s'avère très utile pour comprendre et agir sur sa visibilité sur les différents LLMs. Pour ça, je vais laisser la parole à Célia pour commencer. Merci Gabrielle. Bonjour à tous. Donc en effet, moi je vais commencer avec la partie l'évolution du search en 2026. Je vais vous mettre quelques chiffres qui sont assez parlants et qui reprennent un peu les chiffres qui ont été présentés par Gabrielle. On voit en effet que 58% des consommateurs commencent leur parcours client sur les outils d'IA plutôt que Google. C'est une énorme révolution parce que vous le savez, en tout cas moi-même aussi je le faisais énormément. On a toujours commencé par Google qui avait le monopole du search. Et là, c'est intéressant de voir que d'autres acteurs sont arrivés à percer un peu ce monopole-là. Autre chiffre qui est aussi intéressant, c'est le taux de conversion que vous voyez des outils d'IA générative versus le search traditionnel. Donc, x23, c'est énorme. Donc, non seulement ce sont des habitudes qui sont ancrées maintenant chez nous, et en plus de ça, c'est des outils qui sont plus efficaces. Alors, la recherche IA, elle est présente depuis 2022, donc ça fait 3 ans et demi maintenant.
qu'on a l'habitude de côtoyer ces outils. Donc, on peut avoir un peu plus de recul. En effet, il y a beaucoup d'acteurs, comme vous le voyez sur cette slide, et encore, il n'y a pas une liste exhaustive. Et on voit qu'en fait, les usages de chacun se sont affinés au fil du temps. On voit des IA qu'on appelle généralistes, comme ChatGPT et Gemini, et au contraire, des IA qui sont plus spécialisées. Je pense à Perplexity pour la partie académique, ou à Claude, qui fait un énorme buzz là chez les développeurs. Donc, ChatGPT s'est rapidement imposé comme le leader de la recherche IA avec une part de marché de 80%, ce qui relève un peu du miracle vu que personne ne connaissait OpenAI avant 2022. Mais ça, bien évidemment, c'était sans compter sur le gros comeback de Google qui a fait plusieurs tentatives de lancement d'IA avec SGE qui a pas forcément percé. Ensuite, AI Overview qui a mis du temps à se lancer. Et en fait, la grosse release de Gemini 3 en décembre qui apporte vraiment un gros boost à Google. En plus de ça, si on sort de la France, on voit déjà l'imbrication d'AI Overview et d'AI Mode, dont je vais parler juste après, dans la recherche Google. Donc, c'est pour ça que Google devient de plus en plus gros dans cette compétition ou dans cette course à l'IA. Qu'est-ce que c'est la différence entre AI Overview, AI Mode et Gemini pour ceux qui ne connaissent pas? AI Overview, vous le voyez sur l'écran de droite, c'est imbriqué directement dans Google Search. Là, donc, on fait une recherche « Que faire à Londres pendant 2 jours ?» Vous voyez tout un récap IA. Et quand vous scrollez tout en bas, vous avez la possibilité de cliquer sur « Aller plus loin ». Et là, vous arrivez sur l'écran de droite, qui est AI Mode, qui ressemble vraiment à ChatGPT, où vous pouvez avoir une conversation. C'est-à-dire, vous m'avez recommandé tout ça. Moi, à Londres, je vais rester à côté de King's Cross. Je ne veux pas prendre le métro plus de 30 minutes. Qu'est-ce que vous me recommandez? Donc voilà, AI Mode, ça va un peu plus loin que AI Overview. Donc ça porte assez bien son nom. Et ensuite, Gemini, c'est le cerveau derrière AI Overview et AI Mode, mais c'est aussi une application qu'on appelle une application standalone. Si vous posez ce type de question, que faire à Londres pendant 2 jours, ça va être très similaire à AI Mode. Mais la puissance de Gemini, ça va être justement le fait d'être un assistant pour vous. Donc, aux États-Unis et au Japon, par exemple, Gemini est intégré avec Gmail et la suite Google. Et du coup, pour les chanceux qui sont aux États-Unis et au Japon, quand ils se connectent le matin, ils n'ont pas besoin d'aller voir leurs 50 mails comme vous et moi. Ils ont directement un récap de Gemini avec des réponses préécrites. Donc, AI Overview, ça a été lancé en l'été 2024 aux États-Unis et l'été 2025 dans tous les pays, sauf en France. AI Mode a été lancé à l'automne dernier, en septembre ou octobre 2025. Mais ces deux, AI Overview et AI Mode ne sont pas disponibles en France. Vous allez me demander forcément pourquoi. Parce qu'on a en France ce qu'on appelle les droits voisins, qui demandent à ce que les éditeurs de contenu soient rémunérés. Or, pour AI Overview et AI Mode, aujourd'hui, il n'y a pas encore de système pour rémunérer les éditeurs de contenu. Donc, je parle des sites de presse et autres. Donc, voilà, je vais laisser Sophia parler un peu plus de la compétition entre ChatGPT et Google. Merci beaucoup Célia et rebonjour à tous. Alors, on a longtemps considéré Google à la traîne, mais c'est le grand comeback avec Gemini 3. En 2026, avec Gemini 3, la donnée propriétaire est désormais reine. Donc, contrairement à ChatGPT qui lit le web, Gemini, lui, il voit plutôt le monde. Il croise vos fiches d'établissement avec les vidéos YouTube, les données Maps, tout ça en temps réel. Et un exemple concret serait si un utilisateur demande, par exemple, quelle station Total Energy sur ma route a le moins d'attente et propose en plus du café free. Gemini 3 ne se contente pas de lire l'adresse, il analyse les avis récents, les photos des utilisateurs et aussi le traffic maps pour donner une réponse certifiée. Aussi, l'innovation majeure de Gemini 3, c'est son intégration native. Contrairement au modèle isolé, Gemini vit à l'intérieur de vos applications, que ce soit Gmail, Maps, Documents. Plus besoin de switcher d'onglet ou d'application, l'IA devient votre assistant contextuel capable d'agir directement sur vos données en temps réel. Tout ça, bien sûr, sans aucun téléchargement.
En revanche, le tableau n'est malheureusement pas aussi rose pour tout le monde. Donc, comme Célia l'évoquait, OpenAI traverse actuellement une zone de turbulence. Après avoir longtemps dominé le secteur, ChatGPT perd malheureusement du terrain. Pourquoi? Parce que l'IA standalone, ce qu'on veut dire par ça, une IA isolée dans une appli, s'essouffle face à la puissance de frappe de l'écosystème Google. Suite aux pertes financières et pertes de vitesse, OpenAI doit aujourd'hui lutter pour ne pas devenir le Yahoo, on va dire, de l'ère de l'intelligence artificielle face aux grands concurrents Gemini. Et c'est pourquoi ChatGPT mise désormais sur l'intelligence sociale, à savoir la mémoire sociale via Reddit. Donc, en effet, il utilise son accès exclusif aux discussions Reddit pour comprendre le sentiment humain réel. Il ne cherche pas la donnée froide, comme les horaires par exemple, mais plutôt la recommandation chaude, c'est-à-dire l'avis des gens. ChatGPT passe aussi le virage vers l'opinion. Si vous voulez savoir si un produit est bon, vous demandez à ChatGPT. Si vous voulez savoir où l'acheter tout de suite, vous demanderez plutôt à Gemini. Ce sont deux entonnoirs de conversion différents. ChatGPT mise aussi sur un autre point tout aussi important et en lien avec ses soucis financiers, la publicité. Comme Google possède déjà les serveurs, les puces et l'argent de manière générale, d'ailleurs Google dépasse pour la première fois les 400 milliards de revenus annuels, ce qui est énorme. OpenAI, bien que lui leader dans l'usage, fait face à des coûts de fonctionnement colossaux et doit donc désormais intégrer massivement de publicité pour survivre. On commence ainsi à voir des produits sponsorisés dans les réponses de ChatGPT. Ce qui veut aussi dire pour vous, par conséquent, pour ne plus avoir à payer chaque apparition dans l'IA, votre seule option est d'avoir une autorité organique si forte que l'IA ne peut pas vous ignorer. Et on verra ensemble comment par la suite du webinaire. Une chose est toutefois commune aux deux IA, c'est le virage transactionnel. L'IA achète désormais pour vous comme le ferait un assistant shopping. Perplexity et ChatGPT intègrent désormais des options d'achat directement via des agents, plus besoin de sortir de l'interface. Google, lui, va opter pour le shopping ultra personnalisé grâce à la Personal Intelligence. Gemini connaît vos préférences, votre budget et votre historique. Il peut vous dire, par exemple, je sais que tu préfères les bornes de recharge ultra rapides, il y en a 1 à 2 km, j'ai déjà réservé ton créneau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les marques est, si vous n'êtes pas lisible par ces agents, vous perdez la transaction avant même que l'utilisateur n'ait vu votre logo. On a parlé de ChatGPT et Gemini et leur innovation. Mais qu'en est-il de leurs sources réellement? Je laisse donc la main à Célia pour couvrir cette partie. Merci Sophia. En effet, on va parler des sources ensemble. Donc, vous les voyez à l'écran. Donc, chaque IA a ses chouchous. On sait très bien que si vous voulez être présent sur Gemini, ça fait sens. Il faut être présent sur l'écosystème de Google. Par contre, il y a des choses que je trouve assez étonnantes et intéressantes. Donc, ces données-là viennent de notre partenaire Athena. On vous enverra le lien de l'étude. Et en fait, sur Perplexity, donc c'est une IA qui a vocation à être utilisée dans le domaine académique. Et très souvent, ce qu'on lit dans la presse, c'est que les sources pour Perplexity sont des médias très spécialisés dans la recherche ou dans un domaine spécifique. Et en fait, donc Athena, qui voit énormément qui teste énormément de prompts et qui voit énormément de trafic passer, voit que la top source pour Perplexity est YouTube. Donc, c'est très intéressant de voir que même si on a des idées préconçues, parce que chaque IA a ses partenariats, donc je pense notamment à ChatGPT avec tous les sites de presse, Le Monde, Axel Springer par exemple. On sait aussi qu'ils se servent beaucoup de Reddit. Voilà. Gemini, c'est l'écosystème Google. Perplexity, on sait plutôt que c'est des sources académiques. En réalité, les sources sont assez mouvantes, ça bouge énormément. S'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il faut être présent sur les sites dits généralistes qui sont présents à droite. Donc, les sites les plus utilisés sont Reddit, YouTube et Wikipédia. Alors, Reddit, ça commence à devenir très grand en France. C'est moins connu qu'aux États-Unis, mais le nombre d'utilisateurs actifs de Reddit est de 120 millions, donc presque 2 fois la France. C'est une audience qui est énorme à adresser. Et justement, aujourd'hui, toute la question se pose de comment être présent pour les marques sur ce forum-là. Ensuite, YouTube, pas étonnant, puisqu'on sait aussi que la partie rich media prend de plus en plus d'importance, et Wikipédia, qui est une encyclopédie ouverte, là aussi, il va falloir capitaliser dessus. En plus des sites généralistes, il faut que chaque marque identifie les sites spécialisés dans son domaine.
Donc, par exemple, pour tout ce qui est auto, je sais pas, automoto, pour toutes les animaleries, 30 millions d'amis ou autres. Voilà, il faut que chacun soit sur les sites généralisés et sur des sites spécifiques. Donc, c'est à vous de voir où se trouve votre audience cible et d'adapter votre stratégie pour prioriser les sites clés. Merci beaucoup à toutes les deux. Cette première partie a été déjà hyper dense et intéressante en termes d'apprentissage. Je crois que j'ai oublié de vous le préciser, donc je vous le dis maintenant. On va essayer de faire un petit Q&A à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à déposer dans le chat et puis on y répondra à la fin si on a bien sûr le temps. Je vous invite à aller consulter le rapport Athéna que Célia a évoqué rapidement. On n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a beaucoup de données qui sont intéressantes, notamment en ce qui concerne les différences d'une industrie à l'autre. Donc, vous allez avoir la possibilité de télécharger le deck et il y a tous les liens, toutes les références qu'on évoque aujourd'hui qui sont dedans. Donc, allez-y, servez-vous. Bon, ce que je retiens un peu, c'est que j'étais la première à me dire que ça sentait pas hyper bon pour Google, mais son comeback est quand même assez impressionnant. En l'espace de quelques mois, il a gravi des montagnes. Et en fait, on ne compte plus finalement les fois où on a annoncé le déclin de Google pour finalement s'apercevoir qu'il revenait encore et toujours plus fort. Je pense notamment à tous les débats autour du Digital Market Act d'il y a quelques années, ça fait 1 ou 2 ans, je crois. Je ne sais pas si vous aviez suivi. Mais bon, force est de constater qu'on utilise toujours Google Maps 2 ans plus tard et que Google est toujours plus présent et plus dominant sur le marché des géants du web. Je vais tenter une métaphore pour conclure cette partie. Ce que je retiens de ce que vous m'avez dit, les filles, c'est qu'il y a quelques années, en fait, votre site web, c'était un peu la vitrine de vos magasins. Aujourd'hui, le site web, finalement, c'est plutôt un entrepôt et c'est l'IA qui devient le vendeur, qui va choisir ou non de présenter vos produits sur le comptoir. Donc, de ce point de vue-là, on va passer à la deuxième partie qu'on a intitulée un nouveau paradigme vers la fin des clics. Donc, il y a un côté volontairement provocateur là-dedans. C'est mon côté marketeuse, je suis désolée. Parce qu'il y a certains éléments qui étaient déjà bien présents avant l'arrivée du GEO et de l'IA. Ce n'est pas une révolution complète. Je pense notamment à la tendance zéro-clic qui existe depuis plusieurs années, qui se renforce petit à petit. Mais ce qu'on voit, en fait, avec l'émergence des différents LLM, c'est une accélération de toutes ces tendances qui étaient déjà existantes. Finalement, en tant que marketeur, on n'a pas vraiment de choix que de repenser notre manière de suivre nos performances parce que l'ancien modèle va plus correspondre à la réalité du terrain. Et donc, pour creuser un peu ce sujet, on va commencer avec Sophia qui va nous débriefer les résultats de la dernière étude White Spark. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas familiers avec White Spark, c'est tout simplement la Bible du SEO local depuis plus de 10 ans. Chaque année, c'est les meilleurs experts mondiaux qui se réunissent pour déterminer ce qui fait réellement bouger les lignes sur Maps et Search. Mais en 2026, l'étude a pris un réel tournant historique. On ne parle plus seulement de classement, le ranking classique que vous connaissez, mais on parle aussi de visibilité générative. On voit donc désormais les visibility factors de l'IA également, et c'est la 3e colonne qui s'affiche chez vous. L'enjeu est de comprendre pourquoi une IA décide de vous citer vous et pas votre voisin alors que vous vendez exactement le même produit, exactement au même prix. Donc, l'étude 2026 nous montre une cohabitation fascinante entre des piliers historiques qui reviennent en force et de nouvelles exigences technologiques. Ces 3 piliers sont les citations, l'hyperdisponibilité et le sentiment des avis. Les citations, notamment les mentions NAP, Name, Address and Phone Number, sont vos preuves de confiance. Donc, on a longtemps cru les annuaires enterrés face à l'IA, mais c'est l'inverse. Pour un LLM comme Gemini ou ChatGPT, la cohérence de votre nom, adresse, téléphone sur tout le web est son seul moyen de vérifier que votre établissement n'est pas une hallucination. 3 des 5 facteurs les plus importants pour l'IA aujourd'hui sont liés à ces citations. Donc, si l'IA trouve une erreur d'adresse sur un site tiers, elle perd totalement confiance en vous et arrête de vous recommander. On a ensuite donc le deuxième point, l'hyperdisponibilité, c'est-à-dire business is open. C'est la grande remontée de cette année. Donc, être ouvert au moment précis de la requête est devenu le 5e critère le plus puissant. Pourquoi ? Parce que l'IA veut offrir une solution immédiate. Si vos horaires ne sont pas à jour à la minute près, vous disparaissez des radars au profit d'un concurrent ouvert. Et enfin, on a l'analyse sémantique des avis. L'IA ne compte plus, elle lit. Donc, l'IA a dépassé le simple stade du nombre d'étoiles, on veut du volume, on veut les réponses aux avis. Elle pratique maintenant une analyse sémantique profonde. Elle cherche des mots-clés de sentiments et de contexte dans vos avis. Un exemple, par exemple, ça serait l'accueil est chaleureux même en période de rush. C'est ce contexte qui permet à l'IA de répondre à des questions complexes du type « Où puis-je travailler au calme et avec une bonne connexion ?» Enfin, c'est aussi le retour en force des signaux de proximité.
Face à l'IA, on pourrait croire que la distance ne compte plus, mais c'est faux. La proximité géographique revient en force, car l'IA cherche à minimiser, bien sûr, l'effort de l'utilisateur. La seule différence maintenant, c'est qu'il ne suffit plus d'être proche, il faut être proche et pertinent. Pour battre un concurrent qui est à 200 mètres de l'utilisateur alors que vous êtes par exemple à 500, vous devez compenser par ce qu'on appelle un authority gap. Une meilleure note, plus d'avis récents et une fiche mieux remplie. C'est la seule façon de tordre l'algorithme de proximité de Google. En conclusion de toute cette partie, donc, votre objectif n'est plus d'être dans la liste de 10 résultats. Votre objectif est d'être la destination par défaut. Alors, comme on l'a vu ensemble, on a ces 3 éléments importants à garder en tête. La réputation, donc note et analyse sémantique, c'est votre ticket d'entrée, sans une note rassurante de plus de 4,2 en moyenne. Après, bien évidemment, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous vous situez. L'IA ne prendra pas le risque de vous citer. Il y a aussi l'hyperdisponibilité et la récence. Donc, les avis de moins de 30 jours sont devenus un facteur de conversion massif. L'IA veut du frais et veut une preuve de disponibilité. Et enfin, troisièmement, le filtre IA. Donc, rappelez-vous que l'IA ne propose qu'entre 1% et 11% des choix disponibles. Donc, pour faire partie de ce club, on va dire, très fermé, la cohérence de vos citations NAP est votre fondation. Enfin, la présence en ligne aujourd'hui, c'est la croisée des chemins. Il faut répondre aux attentes des lecteurs, mais aussi à celles des robots. Mais je vais laisser Célia approfondir ce point avec vous et on se revoit plus tard. Merci Sophia. En effet, c'était super utile de faire un petit zoom sur l'étude White Spark et je pense qu'on le répète énormément à nos clients qui sont présents. Pour être bon en GEO, il faut bien évidemment être bon en SEO et donc c'est bien d'avoir ce rappel que en fait, les fondations sont les mêmes pour les deux. Pour approfondir un peu sur la partie contenu pour les robots, on a une citation de Jérémy Lacoste, qui est le DG France d'Eskimos, qui explique que 80% du contenu de votre site ne va pas être lu par des humains. C'est très provocateur. En fait, c'est juste qu'ils ne vont pas être lus directement sur votre site, mais ils vont être scrollés par les robots pour ensuite être partagés par les IA. Donc, ça va être in fine lu par les clients. Mais en tout cas, votre site va peut-être pas, vous n'aurez peut-être pas le boost de trafic que vous attendez en écrivant des articles qui sont pertinents. Donc, vous allez nourrir des robots qui vont alimenter tous ces moteurs de recherche et malheureusement, il va falloir trouver un moyen de mesurer les impacts. Parce qu'en effet, on parle beaucoup de zéro-click search, donc la tendance zéro-click, qui a commencé bien avant les moteurs de recherche IA avec ce que vous voyez en screenshot à droite, People Often Ask ou autres questions posées par les utilisateurs. Vous l'avez remarqué, quand vous faites des recherches sur Google, en haut de page, même souvent avant le local pack, vous avez cette liste de questions qui est posée par d'autres utilisateurs où vous allez avoir un résumé de vos réponses. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller sur un site. Vous pourrez directement voir l'information qu'il vous faut et ensuite faire les recherches ou faire les achats adéquats. Donc, ce People Often Ask, il existe en fait depuis très longtemps, depuis 2017, mais il a été remonté en haut de page que depuis 2021. Donc, on voit déjà depuis 2021 une baisse de trafic qui vient de Google. Alors, cette baisse de trafic, elle est, je dirais quand même à nuancer, les chiffres ne sont pas toujours clairs. On dit que c'est entre 20 et 50% selon les études. C'est juste qu'en fait, ce trafic, il va peut-être plus venir de Google, il va peut-être venir d'une source organique. Donc, il faut vraiment repenser ces KPI pour justement être pertinent dans la mesure de votre trafic en prenant en compte toutes les dernières tendances. Merci à toutes les deux. Encore une fois, tout ça, c'est super intéressant. Et on voit qu'on est en fait en train de vraiment transitionner vers l'ère de ce qu'on pourrait appeler la recommandation immédiate. Et effectivement, ça représente un sacré changement dans nos modes de consommation. Petit à petit, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour que votre produit soit vu par les humains, il va d'abord falloir qu'il soit validé par les robots. Donc, c'est un vrai changement dans l'approche de la vente, tout simplement. Et contrairement au moteur de recherche traditionnel où l'utilisateur a le choix de faire défiler les différentes pages de résultats, même si on sait que d'expérience, ils se contentaient quand même en général des premiers résultats, les LLM, eux, ils vont faire un choix et
uniquement proposer quelques recommandations. Donc, c'est à la fois un challenge, à la fois c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour l'instant, on peut encore facilement, je mets des guillemets, facilement influencer les résultats en s'appuyant sur les bons outils comme on va le voir. Mais c'est vrai que ça peut être un peu difficile de piloter ce qu'on ne voit pas. La donnée est toujours reine en marketing, je vous apprends rien. Et donc c'est là qu'un outil comme le GEO Studio, il entre en jeu. L'idée, c'est justement d'arrêter de naviguer à vue pour pouvoir corriger le tir en s'intéressant notamment aux bons KPI, mais aussi en utilisant les bons outils. Et du coup, je laisse Célia nous présenter ces nouveaux KPI et ce nouvel outil. Merci Gabrielle. Donc oui, là on va rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on appelle chez Uberal le GEO Studio. Et avant de vous montrer ce que l'outil est capable de faire, j'aimerais redéfinir les indicateurs de performance avec vous. À gauche, vous avez les indicateurs de performance, je dirais, traditionnels du SEO, qui ne sont pas complètement abandonnés, mais qui sont à enrichir justement avec les nouveaux indicateurs de performance que vous voyez à droite. Donc, ces indicateurs de performance, on les a divisés en deux parties, le taux de mention et le share of voice ensemble, et le taux de citation. Le taux de mention et le share of voice correspondent au nombre de fois où votre marque apparaît dans les LLM, et le taux de citation correspond au nombre de fois où votre site Internet va être mentionné. Pour vous expliquer la différence entre le taux de mention et le share of voice, puisque c'est des indicateurs qui sont frères, je dirais, c'est que, par exemple, si on pose la question quel outil permet de faire du presence management et que dans la réponse, il y a écrit Uberal et un de nos concurrents, notre taux de mention sera à 50%, puisqu'il y a nous et un concurrent. Notre taux de mention sera à 100%, puisqu'on apparaît dans la réponse qui est indiquée. Par contre, le share of voice sera de 50%, puisqu'on partage les voix avec notre concurrent. Voilà la différence entre les deux. Et le taux de citation, ça va être par exemple pour une question générique type « Comment optimiser son GEO ?» Si le LLM reprend du contenu d'Uberal et cite ensuite dans les sources Uberal, là, on sera à 100% de taux de citation. Alors, voilà, vous l'attendez tous ou pas, enfin, j'espère que oui. Voilà à quoi ressemble le GEO Studio en action, avec, vous voyez, les KPI que je viens de définir, donc le share of voice, le mention rate, le citation rate, le nombre de réponses qui est analysé, parce que c'est toute la complexité des outils de GEO. Il faut pouvoir mesurer un maximum de réponses et faire un échantillonnage à pouvoir analyser en fonction des prompts qui vous sont propres. Donc, ce qui est très intéressant, en fait, dans cette partie-là, c'est qu'on ne parle plus du tout de clics. Hein, vous voyez, c'est une notion qui a complètement disparu dans le GEO. On parle vraiment de choses que vous ne pouvez pas mesurer aujourd'hui. Sinon, il faudrait mettre des traceurs d'impression partout. Et Dieu sait que Google ne les accepte pas tout le temps, enfin, ou voire jamais. Donc, c'est vraiment important d'avoir des outils comme le GEO Studio pour que vous sachiez où vous en êtes. À remettre dans le contexte, ça fait déjà 3 ans et demi que la recherche IA est présente. Et on sait que ça va s'accélérer quand AI Overview et AI Mode vont arriver en France. Donc, c'est vraiment clé que vous vous mettiez déjà à voir où vous en êtes dans cette course à l'IA face à vos concurrents. Alors, c'est pas tout de mesurer et de savoir où on en est. Le truc, c'est qu'il faut aussi prendre des actions. Donc, comme on l'a bien rappelé tout à l'heure avec Whitespark, il faut être bon en SEO, mais il faut aussi faire d'autres choses. Donc, ça va être produire le bon contenu. Et en fait, vous voyez que nous, dans notre plateforme, on a la possibilité d'écrire, d'optimiser du contenu existant en fonction des prompts qui nous intéressent. Donc là, par exemple, c'est Zara. Les prompts qui peuvent être intéressants pour eux, c'est un compte test, cheap clothes online ou autre, on va voir le taux de mention où on n'est pas bon versus la concurrence. Ensuite, GEO Studio va générer un titre que vous pourrez choisir et un article qui sera bien structuré. Parce que c'est là toute la clé du GEO Studio. On l'a dit, le contenu, il est scrollé par les robots. Donc, il faut absolument que la structure soit bonne. Et grâce à notre outil, vous aurez la bonne structure du Header 1, Header 2, Header 3 pour que les LLM puissent voir ce qui est important et ensuite l'utiliser pour répondre aux avis de vos clients ou prospects. La fonctionnalité que je trouve aussi très intéressante sur notre outil et qu'on utilise aussi, c'est Snipe, le 3e bouton à gauche. Ça vous permet d'identifier un article sur un site concurrent ou un article de presse généraliste
que vous trouvez intéressant, qui a beaucoup de citations. Vous le passez dans cet outil. Notre outil Géo va identifier les points qui sont clés et qui sont souvent cités par les LLM. Et ensuite, on va vous réécrire l'article adapté à votre marque. Donc là, en fait, le job d'un content manager chez vous va être vraiment optimisé et va changer. Là, le content manager va savoir sur quel prompt il doit se concentrer, sur quel type d'article il va se concentrer. Il va déjà avoir un brouillon, en tout cas une ébauche assez avancée, où il n'aura plus qu'à ajouter la Brain Voice. Donc, par exemple, nous, on utilise la plateforme GeoStudio. Comme on dit en anglais, on drink our own champagne. Donc, on l'utilise. Et puis, notre content manager a juste à ajouter, par exemple, les noms de nos fonctionnalités, la manière dont on adresse nos clients. Donc, le métier shift un peu pour être plus efficace. Autre chose qui est aussi intéressant, c'est que dans notre outil, vous pourrez voir les sites qui génèrent énormément de trafic pour les prompts qui vous intéressent. Donc là, on voit des sites de presse et autres. Excusez-moi. Ce qui est important de voir, c'est que vous pouvez contacter les personnes qui ont écrit ces sites pour dire, par exemple, vous m'avez mentionné dessus, mais vous ne parlez pas de notre GeoStudio, est-ce que vous pouvez l'intégrer ? Ou alors, si vous êtes complètement absent d'un site qui a une grosse influence dans votre industrie, vous pouvez les contacter. Et du coup, là, c'est tout le département RP qui va commencer à travailler dessus. Donc, vous voyez, notre plateforme, elle est assez complète. On ne fait pas seulement de la mesure. On vous aide à mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir gagner en share of voice, en mention rate. Et déjà, on est notre propre client. Donc, on a déjà notre propre case study. On utilise la plateforme, nous, depuis septembre 2025 et on voit une augmentation de 17% en share of voice en 3 mois ou un peu plus, 10% en taux de mention et surtout, on a fait x3 de citations en quelques mois. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué, il y a certains de nos articles sur uberal.com qui ont été écrits par GeoStudio. Et là, je vous ai mis un des articles qui a été écrit par notre outil avec les différentes statistiques. Voilà pour le GeoStudio. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Célia. Juste pour vous dire qu'on a bien noté vos questions, on les a mises de côté et on va y répondre juste après ma petite conclusion parce qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Alors, en fait, ce qu'on va retenir un peu de ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, c'est que pour gérer sa visibilité sur ChatGPT, Perplexity et tous les autres, il va falloir s'appuyer sur un outil solide. On n'est évidemment pas contre que vous choisissiez notre outil, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais j'insiste surtout sur la valeur ajoutée du GeoStudio par rapport aux outils concurrents. C'est qu'en fait, il ne fait pas que du monitoring, il vous aide aussi à identifier les failles et à produire le bon contenu, donc ça en fait un allié assez précieux. Maintenant, pour conclure, si on doit retenir 3 grands axes à mettre en place pour booster sa visibilité sur les outils d'IA, ce serait dans un premier temps monitorer et auditer. Il va falloir tester des prompts sur les LLM pour voir si et comment votre marque est visible en fait. Gardez en tête aussi que sur les LLM, les réponses sont très volatiles. Donc en fait, on ne peut pas vraiment se contenter d'un test à un instant donné. Il faut vraiment multiplier les tests, d'où encore une fois l'intérêt d'avoir un outil qui le fait de manière un petit peu automatisée. Il faut repenser vos métriques en deuxième point. Donc ça, je pense qu'on l'a évoqué assez longuement pendant le webinaire, donc je ne vais pas m'attarder dessus beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans une ère de bouleversement. Et donc, il faut un peu changer son fusil d'épaule et intégrer absolument les nouveaux KPI qu'on a évoqués pour vous faire vraiment une idée réaliste de la visibilité de votre marque à l'ère de l'IA générative. En troisième point, parce qu'on n'a pas insisté beaucoup là-dessus, mais je vais le faire là maintenant, il ne faut surtout pas négliger le SEO. On a beaucoup tendance là, à faire des titres assez catastrophiques en mode le SEO versus le GEO. En fait, il ne faut pas opposer les deux termes, ils sont vraiment complémentaires. Les fondamentaux du SEO sont toujours essentiels, voire même encore plus essentiels aujourd'hui. En fait, si vos données elles sont pas cohérentes et pas à jour, et si les datas de votre site web sont pas irréprochables, il y a très peu de chances pour que les outils d'IA vous perçoivent comme une source de confiance et donc du coup mentionnent votre marque au profit d'une autre. Et enfin, last but not least, produisez le bon contenu, le nerf de la guerre, comme toujours, et plus seulement dans une logique de mots-clés, mais bien dans une optique conversationnelle. C'est là qu'il y a vraiment un shift qui est en train de s'opérer. Ça va passer avant tout par comprendre quelles sont les questions que votre cible peuvent poser à l'IA.
Là encore, on peut se sentir un peu découragé devant l'ampleur de la tâche et c'est pour ça que s'appuyer sur un bon outil, c'est quand même assez clé dans cette histoire et ça vous permet de dégager un véritable avantage concurrentiel. Voilà, pour conclure, je pense que ce qu'on peut se dire, c'est qu'on ne peut plus faire abstraction des LLM. Ils ont intégré notre vie quotidienne en un temps record et clairement, la tendance n'est pas prête de s'inverser. Donc, il n'y a pas de choix que, en fait, de s'adapter. Ceci dit, c'est un peu le concept du marketing, hein, c'est une adaptation un petit peu en permanence. Donc, c'est un gros chantier, bien sûr. J'espère que vous allez le trouver quand même un petit peu palpitant et aussi plein d'opportunités. En tous les cas, c'est notre cas. Et on est là, évidemment, pour vous accompagner si vous le souhaitez. On va maintenant passer aux questions-réponses parce que j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions. Donc, que je vais vous lire. Alors, la première question de Zineb qui demande pour le secteur scientifique, il faut être présent sur Reddit. Donc, je pense que je peux répondre à ça. Donc, la notion, c'est d'avoir, la réponse, ce sera toujours d'avoir une stratégie globale. C'est pas être présent sur un seul outil. Évidemment, j'ai rapidement checké pendant que Célia présentait le GeoStudio sur le rapport Athena, que je vous invite encore une fois à regarder. Et il semble que Reddit, ce soit une source qui soit quand même assez utilisée par différents LLMs. Donc oui, vous avez tout à fait intérêt à être présent là-dessus. J'ai aussi noté 2 sites qui reviennent beaucoup et que personnellement, je ne connaissais pas, qui s'appellent Healthline et Mayo Clinic. Donc, à voir ce que ça donne. Il y a aussi du YouTube, du Forbes. En bref, il y a tout un tas de sources qu'il faut vraiment intégrer à sa stratégie. J'espère que ça répond à votre question, Zineb. Ensuite, on va passer à la question de Mélanie, qui est: est-ce que la présence sur les réseaux sociaux comme LinkedIn sont importants? Je pense à une page locale LinkedIn plutôt qu'à une page groupe. Je ne sais pas si, peut-être, Sophia, tu peux nous éclairer là-dessus? Merci Gabrielle, merci Mélanie. Alors oui, c'est une très bonne question. Donc, LinkedIn, on le sait, hein, c'est un levier puissant pour le SEO local et le recrutement de manière générale. Donc, on sait aussi qu'une page locale humanise le point de vente et rassure les candidats. L'IA va toujours, si on veut être positionné dans l'IA, il faut d'abord qu'on ait une bonne stratégie SEO. On en avait parlé au début. Donc, oui, c'est intéressant, surtout pour les citations. Donc, on veut avoir des nappes et, comme on a dit, les mêmes nappes partout dans tous les annuaires qu'on va considérer annuaires, donc LinkedIn également, même si c'est un réseau social. Et donc, ça permet d'associer votre expertise de marque à une géographie précise dans les données de recherche. Maintenant, il y a un risque associé, c'est l'effet page fantôme. Donc, une page locale sans contenu régulier va plus nuire à l'image qu'elle ne va l'aider. Donc, ma recommandation serait plutôt, si vous n'avez pas les ressources pour animer chaque point de vente, chaque page locale, privilégiez plutôt une page groupe forte, couplée à ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc, formez vos gérants locaux à être des ambassadeurs sur leur profil personnel. C'est bien plus impactant et plus facile à gérer qu'une multitude de pages locales vides, fantômes. Voilà. Merci, Sophia. Ou appuyez-vous sur un outil qui vous permet de vous démultiplier et d'être présent sur tous les réseaux sociaux en même temps, au hasard. Peut-être Uberal. Ensuite, on a une question de Luce. Bonjour, un peu comme du netlinking. Il me semble que c'était pendant ta présentation du GeoStudio, Célia. Oui, c'est ça, je l'ai vu passer. Bonjour Luce, donc je crois que c'était pendant que je présentais les différentes sources qui sont beaucoup citées. Et en fait, c'est comme du netlinking, c'est un petit peu différent dans le sens où avec notre outil, on va plus privilégier la qualité que la quantité. Et je pense que c'est tout le discours qu'on a eu pendant tout ce webinaire, c'est qu'il y a les sites généralistes, mais ce qui est très important et qui a été encore souligné une fois dans l'étude White Spark, c'est d'être présent sur les sites spécialisés qui ont une forte autorité. Donc, ça va être du netlinking, mais plus spécialisé. Là, on va plus faire on va plus inonder le web en masse. On va vraiment se concentrer sur peu de sites qui performent bien. Super, merci Célia. Prochaine question, c'était Juliana. Quand on parle de concurrence, peut-on décider quel concurrent ou cela prend en compte la catégorie de notre catégorie? Donc ça, j'imagine que c'est une question pareille sur le GeoStudio. Donc Célia, je te laisse la traiter. Ça marche. Salut Juliana. Quand on parle de concurrence, donc notre outil va te proposer 8 concurrents en fonction bien évidemment de ta catégorie, qu'ensuite tu pourras enrichir. Donc nous on en propose et toi tu peux ajuster en fonction de si tu te lances par exemple sur un nouveau marché. Super, merci Célia. Ensuite on a Solène. Est-ce qu'il est possible d'avoir des données sur les prompts de notre industrie
type de requête, mots utilisés, etc. Peut-être que Sophia, je ne sais pas, une de vous deux. GeoStudio, ça va plutôt être avec Célia. J'ai laissé Célia c'est là. Ouais, ça marche. Alors, les réseaux sociaux dans une stratégie géo, oui, complètement. On avait assisté à une conférence assez intéressante sur les différents types de search, parce qu'en fait, le search maintenant se multiplie, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Mais maintenant, en fait, on transitionne pas forcément des moteurs de recherche tradis aux moteurs de recherche IA. C'est juste que la recherche s'est complexifiée, et dedans, on intègre donc recherche sur Google, tradi, recherche conversationnelle, ChatGPT, AI Mode, recherche sociale, donc les recherches que vous pouvez faire sur TikTok, par exemple. Et ensuite, recherche qu'on appelle transactionnelle. Par exemple, les recherches que vous faites sur Amazon via Rufus. Donc maintenant, en fait, le chemin de recherche, c'est vraiment complexifié et faut être présent partout en fonction des industries. Donc, par exemple, on voyait que dans le domaine de la banque et de l'assurance, la partie réseaux sociaux était un peu moins importante que dans une partie retail où les réseaux sociaux ont une énorme importance. Donc, les réseaux sociaux sont importants, mais ça va dépendre de votre industrie. Tu es en mute, Gabriel, tu veux que je prenne la suite? Non, pardon, en fait, c'est pour éviter de vous déranger avec mon clavier qui tape pendant que vous parlez. Est-ce que le Geo prend en compte le SEA, SMA? Peut-être que, je ne sais pas si on parle du GeoStudio ou du Geo en général, je vous avoue que ce n'est pas très clair. Peut-être si tu peux préciser un peu ta question, Gabriel. Pendant ce temps, je prends celle de Thomas. Pensez-vous que les UGC, donc User Generated Content, peuvent avoir un impact positif pour apparaître dans les LLM? Alors, la réponse courte, c'est oui. Je ne sais pas si les filles, vous avez des choses à rajouter là-dessus, mais n'hésitez pas. Forcément, parce qu'il y a une grosse partie, on n'en a pas parlé, mais les UGC sont compris dans ce qu'on appelle le le helpful content, parce que ça va être par exemple des reviews, ça va être des avis clients, ça va être aussi des reviews d'influenceurs. Donc tout ce contenu qui est humain, qui va vraiment être consommé par les utilisateurs, on sait que ça a un impact positif. Et par exemple, il y avait, je me souviens de pas mal d'articles de presse qui disaient maintenant on voit des résultats TikTok dans la recherche Google. Tout ça, bien évidemment, ça va enrichir, ça va vous aider à mieux apparaître sur les moteurs de recherche tradi et ensuite sur les moteurs de recherche IA. Super, merci Célia. Donc, je reviens à la question de Gabriel qui était: est-ce que le Geo prend en compte le SEA et le SMA? Et du coup, c'est bien le Geo et pas le GeoStudio. Alors, je vous avoue que c'est une très bonne question. Mon instinct dirait non, vu que c'est du contenu qui est sponsorisé, mais là-dessus, c'est pareil. Je ne sais pas si. Enfin, moi, je vous avoue très franchement, je n'ai pas la réponse à la question, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Les filles, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus, si vous en savez plus que moi. Alors, il y a une synergie indirecte. Donc, je comprends que Gabriel dise non automatiquement. Le SEO et le SMA boostent votre notoriété et votre trafic. Donc, plus une marque est cliquée et citée sur le web, plus les IA la considèrent comme une autorité fiable à recommander. Donc, ce n'est pas directement en lien, mais on va dire que le SEO, SMA nourrit les signaux de popularité que le Géo utilise ensuite pour asseoir votre autorité auprès de l'IA. Super, merci Sophia. On a ajouté un point dessus. Désolée Gabriel, je te coupe. Dans le GeoStudio, il y a une partie que je n'ai pas montrée justement, qui correspond à quel est en travaillant votre contenu, combien vous pouvez économiser en publicité. Donc, comment vous pouvez apparaître dans les moteurs de recherche IA sans faire de la pub, mise à et justement, c'est une métrique que pour l'instant, on est en train de travailler, qui est disponible pour tous nos clients qui utilisent GeoStudio. On voit en fait, en utilisant GeoStudio, qu'on n'a pas besoin de faire autant de pubs sur Google, parce que en fait, la valeur de la pub et la valeur du site internet va être assez similaire. Super, merci Célia. Alors, on arrive à la fin. Vous avez beaucoup de questions, c'est super. Je suis ravie de savoir que le sujet vous intéresse autant. Une petite dernière peut-être pour la route. Dans quelle mesure le GEO est-il en train de surplanter le SEO traditionnel et quelle proportion de nos ressources devons-nous désormais allouer à chacun pour rester visible? Alors, c'est difficile de vous donner un chiffre assez précis parce que je pense que ça dépend beaucoup des industries, du type de profil de consommateur que vous avez. On sait que les jeunes générations n'ont pas forcément les mêmes usages que les générations un peu plus âgées. Je ne sais pas si, pareil, les filles, vous avez des choses à rajouter là-dessus.
Alors, pour ma part, le JO ne remplace pas le SEO, hein, qu'on soit d'accord. Il le transcende. Donc, on ne passe pas de l'un à l'autre. On fait évoluer sa stratégie pour passer, on va dire, du lien bleu à la réponse générée. Donc, être visible sur le SEO. Donc, le ranking est toujours important pour le local SEO. Mais on a une stratégie où aussi il faut être visible sur l'IA. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu les 3 points ensemble au début, citation. En fait, c'est la même chose. Vous avez les citations pour le local SEO également. Ça nourrit aussi l'IA. Vous avez les avis pour le local SEO qui sont importants et ils le sont d'autant plus pour l'IA. C'est juste que là, on passe à un sentiment qui est beaucoup plus important sur les avis plutôt que juste la partie réponse aux avis, volume d'avis. Donc, en fait, rien ne remplace l'autre, hein. La stratégie est aussi importante sur le local SEO qu'elle l'est sur le GEO et il faut allouer, je dirais, autant d'énergie sur les deux. Voilà. Merci Sophia, tout à fait. On est très alignés là-dessus. J'en reprends une dernière pour la route parce que c'est trop tentant. Et après, je vous libère tous. Encore une fois, merci de votre engouement et de votre participation. Il y a Catherine qui demande quelles compétences doit-on avoir pour utiliser votre outil. Donc, j'imagine le GEO Studio, encore une fois. Doit-on être en soi même très techno? Alors là, je vous rassure tout de suite, pas du tout. L'outil est très intuitif et très facile à utiliser. Justement, c'est aussi ça le but de l'opération, c'est de ne pas avoir fait un bac plus 5 webmaster pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Donc là-dessus, rassurez-vous, c'est intuitif. Vraiment, vous n'allez pas avoir de problème, même si vous ne savez pas faire un copier-coller. J'exagère un petit peu, évidemment, mais c'est l'idée. Là, pareil, je vous laisse rebondir, les filles, si vous voulez, mais je pense qu'on est raccord là-dessus. Oui, pour faire marcher, en fait, il faut 2 clics minimum. Après, vous pouvez paramétrer davantage, mais il faut juste mettre l'URL de votre site internet. Donc ça, voilà. ça devrait pouvoir aller. Et ensuite, après, les équipes de Sophia et moi, on est en Customer Success Management. On est justement là pour aider nos clients à utiliser la plateforme pour savoir vers quel prompt ils veulent se diriger, quelle stratégie adopter. Et justement, nos équipes accompagnent les clients. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le prix, si on peut se parler rapidement, tout ça, version d'essai, super. On va pas traiter ça là tout de suite maintenant parce que du coup, j'imagine que ça n'intéresse pas tout le monde. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton demander un audit gratuit et comme ça, on saura les personnes qui sont intéressées. On tâchera de revenir vers vous en priorité. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie vraiment tous. Vous avez été très nombreux à vous connecter. Vous avez posé plein de questions, donc c'est très encourageant pour nous. J'espère que le sujet vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Moi, j'ai passé un très bon moment à préparer ce webinaire en compagnie de Célia et Sophia. N'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite à l'avenir. C'est toujours intéressant d'avoir plein de vues de l'audience là-dessus. Et tant qu'à faire, autant produire du contenu qui vous intéresse. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci encore et à très bientôt. Salut les filles. Merci à tous. Merci à tous.